Au nord du Burkina Faso, une ville prend forme dans le désert du Sahel, échappant au radar des médias internationaux. Derrière cette avancée, plus de 2 millions de déplacés cherchent refuge dans des logements construits sans recourir à des prêts étrangers. Un pari audacieux porté par Ibrahim Traoré. Mais ce projet va bien au-delà de la simple reconstruction. Il pourrait redéfinir le modèle de développement africain en transformant des terres autrefois occupées par des groupes armés en un centre de résilience. Cette initiative démontre qu'il est possible de bâtir un avenir solide sans dépendre des financements extérieurs. Dans le projet Ville de la Renaissance, une nouvelle ville prend forme dans le nord du Burkina Faso, visant à offrir un refuge stable à plus de 2 millions de déplacés internes. Ce projet ne se contente pas de reconstruire des habitations. Il incarne une vision audacieuse pour l'Afrique où les crises peuvent être transformées en moteurs de développement. Le véritable enjeu réside dans le fait que cette reconstruction est financée par les ressources locales, principalement l'or extrait sur place, plutôt que par des prêts étrangers. Cette approche remet en question le modèle traditionnel de dépendance à l'aide internationale. Ibrahim Traoré défie ainsi les conventions et propose une alternative plus autonome et durable. Mais la question reste: ce modèle pourra-t-il réussir face aux défis sociaux et économiques qui se dressent sur son chemin? Si ce projet réussit, il pourrait redéfinir la manière dont l'Afrique conçoit son avenir, en instaurant un modèle de reconstruction plus local et s'indépendant. Le projet Ville de la Renaissance prend forme dans une région du Burkina Faso longtemps oubliée, un lieu où la guerre et les déplacements forcés ont laissé des cicatrices profondes. Ibrahim Traoré, le leader politique derrière cette initiative, a choisi de ne pas se tourner vers des prêts internationaux ni des aides extérieures. Au lieu de cela, il a opté pour un financement interne, en utilisant l'or extrait localement pour financer les infrastructures essentielles. C'est un pari audacieux, mais il est aussi le reflet d'une volonté de réinventer la manière dont l'Afrique se relève après une crise. L'idée de transformer les terres prises aux groupes armés en espaces de reconstruction est une décision radicale. Ces terres, au lieu de rester sous contrôle militaire ou être abandonnées, sont devenues le socle d'une nouvelle communauté. Le chantier a débuté avec une vision claire: ne pas seulement reconstruire des habitations, mais recréer un environnement où les déplacés peuvent non seulement se loger, mais aussi se réinsérer dans la société en tant qu'acteurs actifs du changement. 6 mois après le début des travaux, les premiers signes de succès sont visibles. Plus de 12 000 logements ont été tracés dans une région autrefois considérée comme impraticable. Les habitations sont construites avec des matériaux locaux recyclés et des installations telles que des écoles et des puits d'eau sont également en cours de construction. Mais ce qui se passe sur le terrain dépasse le simple cadre de la reconstruction physique. Ce qui s'y joue est un basculement psychologique. Les déplacés ne sont plus uniquement des victimes de la guerre, mais des participants actifs à la reconstruction de leur pays. Au cœur de ce projet, ce ne sont pas seulement les matériaux et les bulldozers qui façonnent l'avenir, mais les hommes et les femmes qui, malgré la violence et la perte, redécouvrent un rôle et une utilité. Parmi eux, un ancien agriculteur, déplacé après l'attaque de son village, apprend à utiliser des outils de construction. Au début, son geste est hésitant, mais sous la direction des ingénieurs militaires, il apprend à aligner les briques pour qu'elles soient durables. Son histoire incarne celle de milliers d'autres déplacés qui, autrefois réduits à l'état de réfugiés, deviennent maintenant des bâtisseurs. À côté de lui, une femme qui a perdu son mari dans les violences transporte des briques, une tâche qu'elle n'aurait jamais imaginé accomplir avant. Son apprentissage va bien au-delà des techniques de construction. Il devient un symbole de transformation personnelle.
Elle n'est plus simplement une veuve déplacée, mais une personne contribuant activement à la création de son avenir et celui de ses enfants. Ces témoignages précoces montrent le véritable impact du projet. Ils illustrent, mais comment une crise humanitaire peut se transformer en une opportunité de réinsertion sociale et de réapprentissage. En redonnant un rôle aux déplacés, ce chantier transforme leur perception d'eux-mêmes et de leur place dans la société. Ce changement n'est pas seulement structurel, mais profondément humain. Il s'agit de redonner à des individus un sentiment de dignité, de participation et de communauté. C'est dans ces gestes quotidiens, dans ces transformations individuelles, que réside le vrai cœur de ce projet. Le projet de reconstruction, lancé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, suit une dynamique qui dépasse largement la simple construction de logements. Dès le départ, la décision de ne pas recourir à des prêts internationaux et de financer le chantier avec les ressources locales, en particulier l'or extrait dans le pays, a radicalement changé la manière dont le projet s'est développé. Ce choix stratégique a permis de préserver une indépendance financière essentielle et a évité de trop dépendre de la communauté internationale, tout en renforçant l'appropriation locale du projet. L'activation des unités du génie militaire pour mener à bien les premières étapes de la construction a marqué un tournant. Loin d'être une initiative purement militaire, cette phase a été marquée par une coopération étroite entre les militaires, les ingénieurs et les civils. Les matériaux locaux ont été utilisés pour la construction et les équipes ont mis un point d'honneur à recycler les ressources disponibles sur place, réduisant ainsi les coûts et renforçant l'impact économique du projet. À mesure que les premières lignes de bâtiments prenaient forme, une deuxième transformation s'opérait parallèlement, celle des habitants, qui passaient de déplacés à bâtisseurs. Ce processus a impliqué une forte participation des communautés locales, notamment des déplacés eux-mêmes. Le chantier est devenu un lieu de réinsertion, où les habitants se sont formés à des compétences techniques tout en contribuant activement à la création de leur nouveau cadre de vie. 6 mois après le lancement officiel, les premières images aériennes ont révélé les progrès impressionnants. Plus de 12 000 logements ont été tracés, tandis que des écoles, des réseaux d'eau et des infrastructures solaires étaient également en train d'être installés. Ce qui était un projet théorique est rapidement devenu une réalité tangible, visible et mesurable, comme en témoignent les photos relayées sur les réseaux sociaux et par la diaspora burkinabé. L'impact psychologique a été immédiat. Les déplacés, autrefois considérés comme des victimes, se sont appropriés le projet et ont commencé à y voir une chance de reconstruction sociale. Ce processus de transformation s'est également accompagné d'un effet d'entraînement. L'implication des habitants dans la construction et la gestion des infrastructures a renforcé les liens communautaires et institutionnalisé un modèle de gouvernance locale basé sur la participation. Les conseils de quartier, composés d'anciens déplacés, de femmes et de jeunes, ont pris en main la gestion de l'approvisionnement en eau, de l'emplacement des écoles et des espaces communautaires. Ce système décentralisé, bien qu'encadré par l'État, a renforcé la transparence et la légitimité du processus. L'impact de cette approche s'est fait sentir au-delà des frontières du Burkina Faso. Les pays voisins, notamment le Mali, le Niger et la Guinée, ont commencé à observer de près ce modèle, en voyant en lui une alternative viable au modèle de développement dominé par l'aide extérieure. Le projet a ainsi généré un intérêt croissant pour des solutions africaines à des problèmes continentaux et pourrait potentiellement être étendu à d'autres pays confrontés à des défis similaires de déplacement de population et de reconstruction après les conflits.
Le modèle de reconstruction mis en place par Ibrahim Traoré est en train de prouver sa viabilité non seulement sur le plan humain, mais également sur le plan quantitatif. 6 mois après le début du projet, plusieurs chiffres clés témoignent des progrès réalisés et de l'impact tangible de l'initiative. Plus de 12 000 logements ont été construits, un chiffre qui dépasse les attentes initiales pour une période aussi courte. Cette réalisation est pas d'autant plus impressionnante lorsqu'on considère le contexte difficile du Sahel, où les infrastructures sont rares et où les ressources locales sont limitées. Un autre indicateur marquant est le nombre d'emplois créés par le chantier. Plus de 4 000 postes ont été générés, dont la moitié occupés par d'anciens déplacés. Cela montre non seulement l'efficacité du modèle de construction locale, mais aussi son impact direct sur la réduction du chômage dans une région déjà confrontée à de graves défis économiques. Ces emplois, bien que souvent temporaires, ont permis aux déplacés de renouer avec une forme de stabilité et de dignité, leur offrant une source de revenus tout en contribuant à la reconstruction de leur pays. Le modèle de financement basé sur l'utilisation de l'or extrait localement a également montré ses avantages. En évitant les prêts extérieurs et en utilisant des ressources internes, le projet a permis de limiter la dépendance à l'égard des institutions financières internationales, souvent lentes à réagir et limitées dans leur capacité d'intervention. Le financement interne a également permis de maintenir un contrôle total sur les fonds, garantissant leur utilisation pour les besoins immédiats et la construction durable des infrastructures. Les statistiques sociales fournissent également un aperçu du changement profond qui s'opère. Près de 75% des habitants réinstallés ont exprimé une plus grande confiance envers les autorités locales, un chiffre qui témoigne de la légitimité croissante du gouvernement sous la direction d'Ibrahim Traoré. Ce renforcement de la confiance est un facteur crucial pour la pérennité du modèle, car il permet de créer un environnement où la coopération entre l'État, les institutions locales et les citoyens est essentielle. Enfin, un indicateur tout aussi pertinent est sur le taux de participation à la gestion des infrastructures. Les conseils de quartier, composés en majorité de déplacés, ont pris en charge des tâches de gestion telles que l'approvisionnement en eau, l'organisation des services communautaires et même la maintenance des infrastructures. Cette forte implication locale réduit non seulement les coûts de maintenance, mais elle renforce aussi la résilience de la communauté face à de futurs défis. En somme, les chiffres montrent que le modèle de reconstruction mis en place à travers la ville de la Renaissance n'est pas seulement une réussite en termes de volume de construction, mais aussi un modèle de gestion participative qui redonne du pouvoir et de la dignité aux populations locales. Le succès de ce projet repose sur une approche intégrée qui combine une reconstruction matérielle rapide et une transformation sociale durable. Le projet d'Ibrahim Traoré a, dès son lancement, suscité un débat intense, particulièrement parmi les analystes et les diplomates étrangers. Parmi les critiques les plus fréquentes, une question fondamentale se pose. Est-il vraiment viable de construire une ville à partir de zéro, sans l'appui des institutions financières internationales et des acteurs extérieurs? Les détracteurs soulignent que cette absence de supervision internationale pourrait entraîner un isolement politique dangereux. Selon eux, une telle initiative pourrait fragiliser la transparence et la gestion des ressources, en particulier dans un contexte où les institutions nationales sont souvent perçues comme vulnérables à la corruption ou à une mauvaise gestion. De plus, sans le filet de sécurité offert par les bailleurs de fonds internationaux, ces critiques craignent que le projet ne soit pas en mesure de résister aux turbulences économiques qui pourraient survenir, notamment si les revenus tirés de l'or venaient à fluctuer. Une autre critique, encore plus directe, porte sur la dimension militaire du projet.
L'implication du génie militaire dans la construction des infrastructures a conduit certains à penser que ce modèle pourrait se traduire par une centralisation du pouvoir. Dans cette lecture, le projet, bien que présenté comme un acte de souveraineté locale, pourrait en réalité masquer une stratégie de contrôle centralisé, réduisant ainsi la participation démocratique des communautés locales. Cependant, ces critiques doivent être mises en perspective avec les éléments concrets observés sur le terrain. D'abord, les conseils de quartier, véritablement élus par les communautés locales, jouent un rôle clé dans la gestion des infrastructures. Ces conseils sont composés non seulement de représentants des déplacés, mais aussi de femmes et de jeunes, garantissant une diversité de points de vue. Les décisions ne sont pas prises de manière verticale, mais discutées collectivement lors de réunions publiques. Ce processus de prise de décision inclusif montre que le modèle ne repose pas uniquement sur l'autorité de l'État ou de l'armée, mais sur un véritable consensus local. Ensuite, les audits externes effectués par des institutions nationales indépendantes, comme la Cour des comptes du Burkina Faso, garantissent la transparence financière du projet. Ces audits permettent non seulement de suivre les dépenses, mais aussi de vérifier que les fonds sont utilisés de manière appropriée. Ce système de contrôle renforce la légitimité du modèle en réduisant les risques de dérive ou de mauvaise gestion. Et puis, le projet montre déjà des signes positifs d'adaptation face aux critiques. Par exemple, l'implication croissante des habitants dans la maintenance des infrastructures montre que ce modèle ne repose pas uniquement sur l'État, mais sur une réelle appropriation communautaire. Cette participation active renforce la résilience du projet, car elle permet aux habitants de prendre en charge leur propre destin tout en assurant la pérennité des infrastructures. Ainsi, bien que les critiques concernant la centralisation du pouvoir et la dépendance à une économie fragile soient légitimes, elles ne prennent pas en compte la dynamique locale en cours, où les habitants eux-mêmes sont les principaux moteurs du changement. Le projet Ville de la Renaissance a franchi une étape cruciale. Il ne s'agit plus d'une simple promesse mais d'une réalité palpable. Les images capturées par drone montrant des toits rouges alignés et des réseaux d'eau en place ont transformé ce projet en un symbole visible de la résilience burkinabé. Ce n'est pas simplement une ville qui se construit, mais une nouvelle forme de société, redéfinie par les actions concrètes de ses habitants. Le début de la construction des écoles et la réhabilitation des infrastructures essentielles marquent un tournant décisif. Les déplacés, autrefois réduits à l'attente, sont désormais des acteurs actifs, réinsérant leur identité dans un processus de reconstruction collective. Ce pivot, qui voit une crise de déplacés se transformer en un moteur de changement social et économique, représente une réussite majeure du modèle. Ce projet, loin d'être une réponse extérieure imposée, devient un modèle de gouvernance interne où les habitants se réapproprient leur avenir. Ce n'est plus seulement une question de survie, mais d'autonomie et de dignité. La ville de la Renaissance démontre que la reconstruction peut être une occasion de refonder les relations sociales et institutionnelles en redéfinissant ce que signifie vraiment reconstruire un pays. L'impact de la ville de la Renaissance se ressent bien au-delà de la construction physique des bâtiments. Ce projet, qui a vu le jour dans une région dévastée par des conflits internes, est désormais un modèle qui influence profondément les dynamiques sociales, économiques et politiques. D'abord, sur le plan social, il a permis de rétablir un tissu communautaire qui avait été brisé par des années de guerre et de déplacement. Les déplacés, qui étaient autrefois perçus uniquement comme des victimes, ont désormais la possibilité de se réinsérer dans la société en tant que bâtisseurs. Ce changement de statut a un effet psychologique majeur. Il transforme des individus qui se sentaient marginalisés en membres actifs de la société, prêts à participer à la reconstruction de leur communauté.
D'un point de vue économique, le projet a généré plus de 4000 emplois, dont une grande partie a été occupée par d'anciens déplacés. Ces emplois n'ont pas seulement permis de soutenir les familles immédiatement, mais ont également renforcé l'économie locale en favorisant le développement de petites entreprises et en stimulant la production locale de matériaux. Le recyclage des ressources et l'utilisation d'or extrait localement ont permis de limiter les coûts et de maintenir une autonomie financière. Le modèle, fondé sur des ressources locales, réduit la dépendance à l'égard des bailleurs de fonds internationaux et renforce la résilience du pays face aux crises futures. L'impact politique de ce projet est également notable. En évitant de recourir aux prêts internationaux et aux consultants étrangers, Ibrahim Traoré a montré qu'il était possible de mener un projet de grande envergure sans sacrifier la souveraineté nationale. Ce choix a permis de maintenir un contrôle strict sur la gestion des ressources, tout en renforçant la confiance des populations locales dans leurs propres institutions. Le projet a ainsi favorisé une forme de gouvernance décentralisée, où les décisions sont prises au niveau local par des conseils élus de déplacés, de femmes et de jeunes. Ce modèle pourrait bien devenir une référence pour d'autres pays de la région, en particulier ceux confrontés à des défis similaires de reconstruction après des crises. En outre, le projet a permis de renforcer la solidarité régionale. L'initiative a attiré l'attention des pays voisins, comme le Mali, le Niger et la Guinée, qui voient désormais ce modèle comme une possibilité de réduire leur dépendance à l'aide extérieure. Ces pays envisagent d'adopter des approches similaires pour résoudre leurs propres crises de déplacement et de reconstruction. La ville de la Renaissance est ainsi en train de devenir un point de repère pour une nouvelle vision du développement durable en Afrique. Et puis, l'impact humain de ce projet est incontestable. Il offre aux déplacés une chance de reprendre leur vie en main, de réapprendre des compétences et de devenir des acteurs du changement dans leur propre pays. La création de logements, d'écoles et de réseaux d'eau est un véritable catalyseur de transformation sociale. Mais ce sont les individus qui, jour après jour, participent à la reconstruction de leur communauté qui constituent l'essence même de ce projet. Ce modèle pourrait bien prouver que la reconstruction ne doit pas seulement être matérielle, mais aussi sociale et humaine. Le projet Ville de la Renaissance connaît un tournant décisif, mais il reste encore à voir comment il évoluera dans les 6 à 12 prochains mois. Plusieurs scénarios sont envisageables, chacun dépendant de différents facteurs, notamment l'évolution des ressources locales, la participation des communautés et la stabilité politique du pays. Dans un scénario de continuité, si le projet continue à ce rythme, avec un soutien constant des communautés locales et une gestion rigoureuse des ressources, les 12 000 logements déjà construits pourraient être complétés à un rythme similaire, permettant à la ville de se stabiliser sur le plan matériel et social. Les infrastructures essentielles, telles que l'eau potable, l'électricité et les écoles, seront consolidées avec une forte participation locale. Les conseils de quartier continueront de jouer un rôle clé dans la gestion des ressources, garantissant que la reconstruction reste un processus dirigé par la communauté. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait renforcer son modèle de gouvernance participative où les citoyens jouent un rôle central dans les décisions qui les affectent directement. Dans un scénario plus favorable, si l'initiative suscite un intérêt croissant parmi les pays voisins et parvient à attirer des investissements dans les secteurs locaux, le projet pourrait se propager à d'autres régions du Burkina Faso et au-delà. En devenant un modèle de gouvernance autonome basé sur l'utilisation des ressources locales et la participation active des citoyens, la ville de la Renaissance pourrait inspirer des projets similaires dans d'autres pays du Sahel. Ce scénario verrait une coopération accrue entre les gouvernements de la région, renforçant la stabilité et la coopération transfrontalière. La croissance économique
pourrait être accélérée grâce à une meilleure intégration des secteurs privés locaux, et les petites entreprises pourraient prospérer, renforçant ainsi la résilience de l'économie régionale. À l'inverse, dans un scénario plus fragile, plusieurs facteurs pourraient freiner la progression du projet. Une baisse des ressources locales, un conflit interne ou une instabilité politique pourraient ralentir la construction et compromettre la pérennité des infrastructures. Si la gestion locale venait à faiblir, si les flux de financement se réduisaient ou si les tensions communautaires augmentaient, cela pourrait entraîner des ralentissements dans la construction et affecter la cohésion sociale. De plus, une dépendance accrue à l'égard de l'or extrait localement pourrait exposer le projet à des fluctuations économiques externes, rendant sa stabilité précaire. Dans ce scénario, la ville risquerait de devenir un symbole de potentiel non réalisé. Quel que soit le scénario, il est clair que le succès de la ville d'énorme ville de la Renaissance dépendra de la capacité des communautés à maintenir leur engagement dans le projet et à assurer la durabilité des infrastructures mises en place. L'histoire de la ville de la Renaissance ne se limite pas à une série de chiffres ou de réalisations matérielles. Elle touche profondément les valeurs humaines fondamentales: solidarité, autonomie et dignité. En observant ce projet, chaque spectateur peut réfléchir à la manière dont une crise peut devenir une occasion de se réinventer, de bâtir une communauté à partir de zéro. Mais ce n'est pas uniquement une histoire d'architecture ou de financement, c'est une histoire de personnes. Les déplacés, qui autrefois n'étaient que des victimes de la guerre, sont aujourd'hui des bâtisseurs, contribuant activement à leur avenir. Ce changement de perspective est ce qui rend le projet véritablement unique. Prenons l'exemple de cette femme veuve et déplacée qui transporte des briques pour la construction d'une école. Il ne s'agit pas seulement d'un geste physique, c'est un symbole puissant de la transformation de la souffrance en espoir. Les habitants ne sont plus passifs, ils ont pris en main leur destinée. Pour eux, la construction de chaque brique n'est pas simplement une tâche, mais un acte de réappropriation de leur vie, un engagement profond envers un avenir commun. Pour le spectateur, cette histoire résonne de manière différente selon sa propre réalité. Que ce soit un habitant d'une grande ville ou un jeune qui aspire à améliorer sa communauté, l'exemple de la porte-à-ville de la Renaissance invite chacun à se demander: comment, moi aussi, je peux être un acteur du changement dans ma propre vie et ma propre société? Le projet ne se limite pas à une transformation géographique ou politique, il est une invitation à repenser la manière dont nous construisons nos communautés, à la fois dans les moments de crise et dans la vie quotidienne. Le chemin vers la durabilité de la ville de la Renaissance repose sur plusieurs piliers stratégiques. Tout d'abord, il est impératif que les structures de gouvernance participative continuent de fonctionner efficacement. Les conseils de quartier, composés des déplacés eux-mêmes, doivent rester au cœur du processus décisionnel. Cela garantit non seulement la transparence, mais aussi une gestion adaptée aux besoins locaux. Pour assurer leur pérennité, ces conseils doivent être formés à la gestion des infrastructures, à la planification urbaine et à la gestion des ressources. Des formations continues seront nécessaires pour renforcer leurs compétences et leur autonomie. Ensuite, il est crucial de maintenir une dynamique économique locale forte. Les petites entreprises et les ateliers de fabrication de matériaux doivent être soutenus pour assurer la production locale et réduire la dépendance aux importations. Le partenariat public-privé, impliquant des entreprises locales dans la construction et l'entretien des infrastructures, permettra également de maintenir un flux régulier de ressources. Des investissements dans l'éducation et la formation professionnelle des jeunes déplacés joueront un rôle clé dans le renforcement de cette économie locale. En parallèle, il est nécessaire de sécuriser l'approvisionnement en ressources naturelles, notamment l'or extrait localement. Pour ce faire, un système de gestion des ressources
transparent et efficace doit être mis en place en impliquant les communautés locales dans la gestion des mines et des ressources naturelles. Et puis, pour garantir la continuité du projet, il est essentiel d'établir des partenariats solides avec les institutions locales et internationales qui peuvent apporter un soutien technique et financier sans pour autant porter atteinte à l'indépendance du projet. Le financement participatif, basé sur les ressources internes et la solidarité régionale, doit continuer de croître pour pérenniser le modèle de gouvernance autonome. Lorsque les premiers toits rouges ont été posés sur la terre nue du Sahel, ce n'était pas simplement un geste architectural, c'était une promesse tenue. Aujourd'hui, à travers chaque brique posée, chaque école ouverte et chaque puits d'eau forée, la ville de la Renaissance devient un symbole vivant de la résilience humaine. Ibrahim Traoré, en donnant une chance aux déplacés de devenir des bâtisseurs, a semé les graines d'un futur solide. Il n'a pas simplement reconstruit des maisons, il a redonné aux habitants le pouvoir de se reconstruire eux-mêmes. Il suffit de regarder ces familles qui, autrefois déplacées, plantent maintenant des arbres autour de leurs maisons, ou ces jeunes qui participent activement à l'entretien des infrastructures solaires. Chacun de leurs gestes porte en lui une part de cette transformation profonde, celle de la passivité à l'action, de la souffrance à la participation. À travers eux, la ville ne prend pas seulement forme, elle incarne un avenir où chacun a sa place, et où l'espoir devient tangible. Ainsi, le projet dépasse largement la construction physique d'une ville. Il incarne un changement de paradigme, un modèle où la reconstruction ne repose pas sur l'extérieur, mais sur la force et la solidarité des communautés locales. La ville de la Renaissance montre que même dans les moments les plus sombres, il existe toujours la possibilité de créer un avenir ensemble. La ville de la Renaissance est plus qu'un projet de reconstruction, c'est une invitation à repenser la manière dont nous, en tant que société, abordons les crises et les défis. Chaque brique posée, chaque école ouverte et chaque puits d'eau foré raconte l'histoire de personnes qui se sont réappropriées leur avenir, transformant une situation de désastre en une opportunité de reconstruire non seulement des infrastructures, mais des vies. Pour nous, spectateurs du monde, ce projet est un modèle de résilience, de solidarité et de gouvernance participative. Il nous rappelle que la véritable transformation ne réside pas uniquement dans la construction matérielle, mais dans la capacité d'une communauté à se réinventer et à se soutenir mutuellement. Le défi qui se pose à chacun de nous est simple. Comment pouvons-nous, à notre niveau, contribuer à bâtir des communautés plus solides, plus autonomes et plus unies en suivant l'exemple de la ville de la Renaissance, nous pouvons tous devenir des acteurs du changement dans nos propres environnements. Ensemble, nous avons la capacité de transformer les crises en tremplin pour un avenir plus juste et plus solidaire.